Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue. Nous sommes le mardi 28 novembre 2023 de l'an de grâce 2023 et plus que jamais, la résistance technique extrême des 38 000 $ continue de couvrir le cours du Bitcoin depuis 2 semaines, maintenant dans une phase de transition latérale. Et l'actualité récente a rappelé quoi? Elle a rappelé le rôle dominant des États-Unis, le rôle plus que dominant, même omnipotent des États-Unis sur le marché crypto, de la justice états-unienne sur le marché crypto, et c'est un cas unique au monde. Bye bye Changpeng Zhao, bye bye CZ, et welcome l'ami Richard Teng. Richard, ça sonne un peu américain Richard, Richard Teng, RT, qui d'ailleurs se met à tweeter tranquillement, doucement, il monte en puissance, essayant de remplacer cette personnalité irremplaçable qui était CZ. Non mais, je vais commencer par ça. Plus que jamais, vous savez, c'est un peu à la mode, il y a un des thèmes actuellement qui est à la mode, qui est de dire la dédollarisation, la fin de la domination unilatérale des États-Unis. Bon, écoutez, en ce qui concerne la haute finance, personne actuellement n'est en mesure de remplacer les États-Unis. Attention, ce n'est pas un positionnement pour ou contre, c'est juste un fait. Et on a pu croire à un moment ou à un autre que l'Asie commençait à prendre une part un peu plus impactante sur le marché crypto, mais non, ce sont les États-Unis. Mais c'est quand même c'est complètement incroyable. Dites-vous bien une chose, quelle est la seule justice nationale, donc quelle est la seule justice d'un État qui est capable de s'appliquer aux étrangers? Quel est le seul pays qui édite des lois censées s'appliquer en dehors de son territoire national? Ce sont les États-Unis. Alors, c'est quand même pas rien l'amende que la justice américaine a donnée à Binance, ou Binance, chacun dit comme il veut, CZ qui démissionne, qui négocie pour éviter plus tard d'aller en prison. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Rappelez-vous, toutes les amendes. Alors, je sais que ça peut en choquer certains. Beaucoup se disent, mais attendez, mais pour qu'ils se prennent les États-Unis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Derrière cette affaire, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de garder ma structure. Il y a tout d'abord la concurrence entre Coinbase et Binance. Clairement, il s'agit d'abord, je pense, à mon humble avis, vous avez d'ailleurs un super récap crypto qui a été fait hier par Lilian sur la démission de CZ. Je vous invite à regarder cette vidéo qui rentre plus dans les détails de ce thème. Moi, je vous donne mon opinion. Déjà, il s'agit d'avantager Coinbase. Il y a 2 géants parmi les exchanges crypto dans le monde, Coinbase et Binance. Déjà, les États-Unis voulaient protéger leur territoire national d'un concurrent trop puissant, parce que Binance reste le leader à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de sujet. Binance, c'est presque 50% de la liquidité totale du marché crypto. Mais restons focus sur les US. Qu'est-ce que veulent les US? Protéger Coinbase, protéger les acteurs nationaux, locaux, Kraken, et aussi assurer, vous savez, la bourse de Chicago, le CME. Si vous rappelez-vous la fin du bear market de 2018, entre 20 000 et 3 000 $. La stabilisation à 3 000 $. Il y a eu un pump de 3 à 12 000. C'était un début d'explosion de l'open interest, de l'engagement sur les contrats à terme, contrats futurs et options Bitcoin à la bourse de Chicago. Donc il y a toujours, moi je n'hésite pas à dire que les États-Unis font encore le marché crypto. Il y a tellement d'éléments qui vont dans ce sens-là. Déjà, cette justice américaine, elle a toujours fait comme ça. Rappelez-vous BNP Paribas qui avait pris une amende de 7 milliards de dollars en 2017, qui a négocié, qui était accusé de fraude liée à la crise des subprimes en 2000. Bon, ils ont préféré payer en 2008. Il y a eu aussi HSBC, il y a eu la Deutsche Bank, d'autres banques comme ça, européennes, gigantesques, qui ont pris des amendes dans les années 2010, soit parce qu'elles traitaient avec des pays qui étaient sous sanctions américaines, et à chaque fois des amendes en milliards de dollars pour déjà pouvoir rester aux États-Unis. C'est ça en fait, à chaque fois la justice américaine, elle menace quoi? Elle menace, vous ne payez pas l'amende, vous dégagez des US. Vous ne payez pas l'amende, bye bye le dollar. Or, qui peut remplacer le dollar? À l'heure actuelle, le dollar est présent dans 88% des transactions sur le marché d'échange. Ce sont les chiffres de la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales. Bon, tout ça pour dire que même s'il y a un processus de dédollarisation, il est extrêmement lent, progressif, et actuellement, rien ne peut remplacer le dollar US. Donc c'est ça.
Et d'ailleurs, rappelez-vous les corrélations inversées dont je vous parle souvent vis-à-vis du Bitcoin. Il y a la corrélation inversée entre le dollar américain face à un panier de devises et le cours du Bitcoin. Donc en fait, tout ce qui concerne cette économie des États-Unis, la macro américaine, qu'est-ce qui influence la haute finance traditionnelle et qui agit par corrélation sur le marché crypto? L'inflation américaine, le débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis, les perspectives de politique monétaire de la Fed, et maintenant on a donc la justice américaine. Et quel est le grand thème de 2024? Les ETF, Bitcoin et Ethereum états-uniens. Et encore un autre grand thème de 2024 qui va avoir une influence sur le marché crypto, les élections présidentielles aux États-Unis. Cette année électorale qui va être décisive. Donc au final, plus que jamais, les US dominent ce marché crypto. Et il faut rester focus, et c'est ce que j'essaie de faire chaque semaine. Bon, voilà, donc en tout cas, voilà, non mais c'est vrai qu'au final, pour moi, l'arrivée de RT à la tête de Binance, alors oui, il y a les aspects réglementaires, compliance, etc. Bon, très bien, mais je pense que voilà, ils ont essayé de privilégier leurs acteurs nationaux, au passage se faire un peu de fric, hein, parce que plusieurs milliards de dollars, c'est quand même sympathique. Maintenant, attention, il ne faut pas que ça déstabilise les activités de Binance à l'échelle mondiale, car encore une fois, si vous retirez la liquidité créée par l'exchange Binance, le marché crypto va se retrouver en difficulté. Et c'est pour ça, moi, que je continue de mettre sous très haute surveillance le niveau des 200-220 dollars sur le token BNB. Il ne faut pas qu'il flanche. On connaît l'importance du token BNB dans la solidité financière de Binance. Donc, voilà, en même temps, bon, on comprend ce qu'on fait, mais la haute finance américaine, par contre, n'a pas d'intérêt à ce que le Bitcoin s'effondre. Donc, il va falloir, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'un accord a été trouvé, vous comprenez? L'accord, c'était, ok, on privilégie les acteurs états-uniens, on dégage Binance, mais en même temps, on ne tue pas Binance. Par contre, on a la tête de son patron qui nous a nargué pendant des années et des années. Voilà, bon, moi, c'est un peu mon avis sur le sujet, mais regardez la vidéo de Lilian, il dit des choses plus intelligentes que moi sur tout ce sujet. Voilà, donc je commence par ce premier graphique, donc c'est une blague, ce premier graphique où ça peut effectivement faire un trading range, ça peut monter ou ça peut baisser. Vous connaissez mes analyses à chaque fois très pointues, ça peut aller dans les trois sens. Bon, non mais ça c'est intéressant parce que c'est un range dont je vous parle depuis ici à peu près, on est toujours dedans. Alors est-ce que c'est la fin de la 1, de la 3 ou est-ce que nous sommes dans la 4, dans la 1, de la 3? On va en reparler, mais commençons déjà par la dernière chance, dernière opportunité pour vous. Regardez, il reste quelques petites heures, en fait ça termine ce soir, de bénéficier de, alors c'est plutôt maintenant le Cyber Monday, Black Friday, bon, moins 66% sur le service Cryptost Research, où vous avez des analyses fondamentales, des airdrops, des analyses on-chain, des rapports crypto hebdo, des vidéos d'analyse technique, c'est tout beau, il y a un nouveau site, des formations, et puis voilà, moins 66%, it is not nothing, because, c'est quand même pas mal la réduction que cela fait sur l'ensemble d'une année. Vous avez tous les liens dans la description. Et donc, marché-action, attention à l'excès d'optimisme à court terme. Alors moi, c'est ce que je relève un peu partout, si vous voulez. J'ai quelques graphiques à l'appui sur lesquels je vais m'appuyer, mais il y a eu, depuis fin septembre, début octobre, non, depuis fin octobre, pardon, des pumps, voilà, sur le marché-action, sur les stars de la tech US, les GAFAM, les géants, voilà, ils sont remontés tout en haut. On arrive, les soldes du Black Friday sont arrivés, les chiffres de vente sont bons, très bien. Alors, cette tendance, elle est bullish, hein, que ce soit sur le S&P 500, le marché action américain, le cours du Bitcoin, le marché crypto en général. Par contre, à court terme, il y a des signaux de faiblesse. Déjà, moi, j'ai toujours des divergences baissières. Sous cette résistance extrême des 38 000 dollars, je vais vous montrer ça sur Bitcoin, il y a toujours des divergences baissières. On a besoin de les épurer. C'est ce que l'on fait. Pour l'instant, on a réussi à les épurer en trading range. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Elles sont encore actives. Donc, ces deux hypothèses de travail technique qui sont sur la table, voilà, sur le bureau, à savoir la poursuite de cette phase latérale
sur les niveaux actuels ou le retracement plus profond. Et n'oubliez pas le niveau des 34 000 $. Je vais vous remontrer la liquidity heatmap. Il y a tous les stops sont à 34 000 $. Alors, on a fait la semaine dernière une petite poussée à 38K, au-dessus de 38K, on a fait 38,5, on a fait quasiment 39 sur le contrat futur du CME. On a juste pris de la liquidité, il y avait des stops. Voilà. On a pris les stops, il n'y a pas eu d'acheteur ensuite. On a juste pris les stops, on est retombé. Bon. Pour éviter un retracement qui serait vraiment trop profond et qui pourrait raviver les craintes et redonner espoir au Camber, c'est 34 000. C'est monstrueux tout ce qu'il y a à 34. Donc, voilà, il y a quand même des seuils. Ça, ce serait the worst case scénario. Et dans ces cas-là, c'est que la 1 de la 3 est terminée et qu'on entame une 2 de la grande 3 et les retracements sont profonds en général pour la vague 2. Mais en tout cas, donc, attention à l'excès d'optimisme à court terme sur le marché action. Alors là, vous avez le S&P 500, très bien. Voilà, la remontée de l'indice S&P 500 depuis le support majeur, on a tous compris. Maintenant, voilà, l'écart au moyenne mobile est important. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est des indicateurs d'excès d'optimisme. Alors tout d'abord, je vous montre ici le ratio entre optimisme et pessimisme, et ici vous avez la courbe en noir du S&P 500. À chaque fois que le S&P 500 entrait dans une pause, soit un retracement, soit une pause à plat, c'est lorsque vous aviez donc le ratio numérateur optimisme et dénominateur pessimiste qui arrivait en zone extrême. On en approche, vous voyez, on est dans, alors on peut y rester un peu plus longtemps, mais en tout cas on est beaucoup plus proche de la fin de cette phase verticale que du tout début, où ici le pessimisme écrasait l'optimisme. Ça, c'est donc un premier élément. Ensuite, vous avez ici quelque chose qui est très intéressant. Vous avez toujours en noir la courbe du S&P 500. Alors moi, le S&P 500, je pense quand même, je pense qu'on ira taper les 4630. Mais mon idée, c'est que d'abord on retrace, d'abord on fait une pause, et ensuite on ira taper les 4630. Et si vous regardez ici le rapport entre ce qu'on appelle la smart money en bleu, les mains fortes, les professionnels, et la dump money, malheureusement c'est nous, les petits traders particuliers, eh bien c'est fantastique de voir qu'à chaque fois les phases de topisation du S&P 500, c'est lorsqu'on avait un extrême où on a la dump money qui était archi bullish et au contraire la smart money qui commençait à prendre ses bénéfices. Et là, regardez, on n'y est pas encore tout à fait, mais on approche, on est en alerte orange. Donc un peu partout, attention à cet excès d'optimisme à court terme. Et on a ça aussi en regardant les chiffres de l'Association américaine des investisseurs particuliers, la AII, qui nous montre, alors les chiffres datent de mercredi la semaine dernière, malheureusement il va falloir attendre ce mercredi pour qu'elles soient à jour, mais vous avez quand même le réservoir des acheteurs qui s'est bien rempli, et là, en général lorsqu'on atteint 50% de bullish, c'est l'analyse contrarienne des marchés financiers, on est proche d'une phase de prise de profit. Donc attention à ça, je pense à cette phase de retracement. Alors maintenant, par contre, quelque chose de positif, qui a été le retour des pressions baissières sur le dollar américain. Le retour des pressions baissières sur le dollar américain. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en données hebdomadaires, c'est vraiment un niveau qu'il faut surveiller sur le dollar US. Vous avez ici le DXY face à un panier de devises. Je vous rappelle que c'est important, j'en parlais en introduction, mais le dollar américain exerce sur longue période sa corrélation inversée avec le cours du Bitcoin. Et on sait bien qu'une grande partie du bear market qui avait eu lieu entre novembre 2021 et l'automne 2022, ça avait été la remontada verticale du dollar US. Eh bien, regardez sur quel seuil technique on revient sur ce DXY. Alors non seulement c'est le bas du nuage de l'Ichimoku, et là, si on sort par le bas du nuage, qu'on casse la Kijun, ça va vraiment décrocher, mais c'est aussi, si j'enlève l'Ichimoku, regardez ce niveau vert ici, ce niveau des 103 points, eh bien c'était cet énorme niveau ici. Donc le chartisme, l'Ichimoku, tout nous dit que c'est une zone importante, et si elle était enfoncée avec de la macro US. Alors d'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas eu le temps d'en parler, mais bon, cette semaine, comme d'habitude, beaucoup de macro américaines. Vous avez compris que c'était impactant, ça vous le savez, et notamment cette semaine, la mise à jour de, encore une fois, l'inflation aux États-Unis, l'indice des prix PCE, qui est celui le plus suivi par la Fed, qui est mis à jour vendredi. Alors la tendance est bonne, la tendance est à la désinflation.
Le taux d'inflation nominale est attendu encore en baisse de 3,4 à 3,1. Par contre, l'inflation sous-jacente est attendue stable. Et si l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire celle qui exclut les éléments volatiles, notamment le prix du pétrole, pouvait avoir la bonne idée d'être inférieure au consensus, ce serait archi bearish pour le dollar et pour les taux et bullish pour le marché crypto. En fait, si vous voulez, dans le Bitcoin qui est actuellement complètement, il est couvert. Voilà, imaginez mon crâne avec une plaque en béton, là, un couvercle infranchissable. Bon, les 38K, c'est ça. Voilà, c'est la barre d'acier qui est au-dessus de mon crâne. Bon, pour l'exploser, il faut de la force, il faut que je me transforme en super-héros. Pour ça, il faut du carburant, il faut de la force, il faut de la puissance. Et clairement, une baisse du dollar US, la cassure de support majeur sur les taux d'intérêt du marché viendrait peut-être donner ce super pouvoir à Bitcoin. En attendant, il marque une pause. Bon, alors, donc ça fait partie des choses à surveiller. Donc on arrive sur un point important. Vous avez la rupture en cours de la moyenne mobile à 200 jours. Bon, voilà, il faudrait, là ça va sûrement, on va temporiser un peu sur ce niveau et en attendant les chiffres, hein, parce qu'on ne va pas casser ça, sont les chiffres. Alors d'ailleurs, le taux d'intérêt sous haute surveillance, je vous remontre, je vous en parlais la semaine dernière, le rendement obligataire à 10 ans de nos grands amis américains, les omnipotents américains. Et donc, voilà, 4,40%, c'était la ligne de coup du double top à l'époque. C'est un niveau qu'il faut casser pour donner de l'air au marché, pour permettre aux actifs risqués de respirer, to breathe. Et malheureusement, on est dessus, on ne l'a pas encore cassé. C'est ce que je surveille énormément cette semaine, en particulier avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Et si vous repassez en données journalières et que vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, c'est intéressant de noter que toute cette phase bullish a été soutenue par le nuage, qu'on est passé en dessous, qu'on vient de rejeter. Donc ça sent bon, ça sent bon. On se dit que ça peut casser, mais le signal n'est pas donné. Donc à suivre. En tout cas, voilà, ça fait partie des niveaux très importants à suivre sur le plan des corrélations. Je regarde, j'ai pas oublié un truc, moi. Et oui, donc et par rapport au dollar, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez ici la performance en 2023 des monnaies sur le marché d'échange. Donc le DXY, c'est le code du dollar US. Et depuis le début de l'année, on est repassé sous zéro. La ligne de zéro est là. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, ça fait partie des lueurs d'espoir qui permettraient peut-être de relancer la mi-BTC, sachant que plus les stats américaines sont décevantes, plus cela relance la probabilité que la Fed ait atteint son taux terminal. Et regardez, il n'y a même plus 10% des investisseurs institutionnels qui pensent que le taux sera 5,75, le taux terminal, celui qui termine la campagne de resserrement monétaire commencée en janvier 2022 pour briser la hausse verticale de l'inflation. Bon, donc voilà, et pour ça, pour que cette anticipation se confirme et qu'elle vienne apporter des super pouvoirs à Bitcoin pour exploser les 38K, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, eh bien, il faut des chiffres économiques américains décevants, en particulier du côté de l'inflation et du marché du travail. Alors, le cours du Bitcoin, écoutez, là, je radote depuis 1, 2, 3 semaines, puisqu'il est couvert par la résistance majeure des 38K. Alors au passage, cela permet de rappeler à quel point lorsque vous pratiquez je suis sur le contrat futur, lorsque vous pratiquez les retracements de Fibonacci sur des périodes comme ça qui balayent un intervalle énorme sur l'axe des ordonnées, faites un clic droit et passez en logarithmique. Vous aurez les bons retracements, puisque regardez ici, tout le trading range qu'on a fait cet été entre 25 et 32, c'était le ratio de 50% du bear market, et là, on bloque sous quoi? Le 61,8. Hein, bon, le 61,8, c'est quand même super important. C'est le nombre d'or moins 1. C'est ce que j'ai toujours défini comme la dernière chance du Camembert. Et donc voilà, à partir de là, c'est toujours pareil. Soit on fait une petite phase latérale comme on fait là entre 35 et 38, soit on casse 34 et on reteste 30, 32 avant de repartir. Bon, ça, ce sont les deux hypothèses qui sont sur la table depuis 3 semaines. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, s'il y a quelque chose qui est intéressant, la toute dernière clôture hebdomadaire, voilà, regardez comme ça j'aime beaucoup. Je vous en parlais et on l'a eu. On l'a eu. La sortie par inertie latérale de la lagging span du nuage. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va bourrer. Regardez, d'ailleurs, la lagging span, si elle retrace, elle peut revenir sur 34. Il ne faut pas aller en dessous. Non, mais voilà.
la carte de liquidation de Bitcoin. Tous les stops sur un mois. Tous les stops, voilà. Tous les stops, tout est là, tout est là. Juste sous 34, 33,9. Il faut pas taper ce niveau. Parce que là, on a quand même quasiment un mois, où se sont venus s'agréger, s'accumuler les stops ici. Si on tape cette zone, je pense que on fait une mèche entre 30 et 32. Et là, ça va recréer du stress. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin, le début du commencement, la fin de la fin, la troisième mi-temps? On ne sait pas trop. Donc voilà, mais pour l'instant, moi, de toute façon, mon questionnement, il est là. On est dans une 3. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait la 1, la 2, la 3, la 4? Est-ce que c'est la 5 de la 1? Et dans ce cas, on fait une grande 2 et on retrace. Ou est-ce que nous sommes toujours dans la 1, la 2, la 3 de la 3, la 4 de la 3 et manque-t-il la 5 de la 3? Bon, pour ça, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours ce range que j'ai depuis maintenant 3 semaines qui, je pense, est intéressant parce que regardez, ici, on a une fausse cassure baissière. On réintègre. Lorsqu'on réintègre suite à une fausse cassure baissière, on vise la partie haute. Ici, on a eu une fausse cassure haussière. On réintègre. Lorsqu'on réintègre suite à une fausse cassure haussière, on retouche la partie basse. Donc c'est la bonne figure. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est la 5 de la 3, la 5 de la 1 de la 3? Et donc c'est fini. Et on retrace vraiment, là, en faisant une 2. Ou est-ce que c'est la 4 de la 1 de la 3 et qu'il manque une 5 à 40, 42, ou est-ce que c'est encore autre chose et qu'on va à 10K? Est-ce que, voilà, je pose la question. Ben bon, voilà, pour l'instant, on est toujours dans ces bornes ici à surveiller. En daily, voilà, on a toujours ces divs, mais c'est intéressant, c'est qu'on a toujours ces divergences, mais qui ne font que, pour l'instant, créer un range. Donc, plus le temps passe, si on arrive, et à l'aide des facteurs cross-asset dont je parlais tout à l'heure, à se maintenir en range et à ramener RSI en bas, ce sera bon. Donc voilà, on est encore dans ce rapport au temps qui est important. Et de toute façon, voilà, d'ailleurs cette semaine, vous avez une nouvelle clôture technique mensuelle. La vraie accélération du marché, elle se fera pas cette année, elle se fera l'année prochaine. Et il faudra péter 42. C'est la Kijun en données mensuelles. Alors partout, on a partout ce type de div. Si je vous montre le contrat futur Ethereum, voilà, le contrat futur Ethereum, écoutez, lui, il est toujours bloqué par son énorme bouchon des 2160 $. C'était ici le point bas de janvier 2022. Voilà. Alors les bears sont contents parce que les bears se disent un top, deux tops, ligne de coup, double top, on casse 1500, 1500 étant l'ex-record historique et on va à la cave. Bon, ils ont encore cet espoir. Donc les bears, si vous voulez, les bears avec les 38K du BTC et les 2160 d'Ethereum, ils sont là chaque matin, ils se disent ah j'ai encore une petite chance. Bon. Donc là c'est pareil, on a des divs, on essaye de les épurer tant bien que mal. Qu'est-ce que nous fait? Voilà, lui s'accroche aux 2K. Bon, si vous regardez le système Ishimoku, on a aussi une petite div en hebdo, mais voilà, regardez, en fait, on pourrait, même si on venait retracer ici, ça resterait dans les cordes du point de vue d'Ishimoku hebdo. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, voilà, donc ça peut temporiser un certain temps ici. En tout cas, il ne faut pas casser ça, faut pas casser ça, c'est la validation ultime. Moi je dirais même déjà, il ne faut pas casser ça. Et puis, c'est toujours le bouchon des 2160. Le token BNB, je vous en parlais en introduction, il faut absolument, lui déjà, bon, il est vraiment resté couvert par toutes les résistances chartistes, hyper propres, à la fois ici le chartisme et aussi le système Ishimoku avec la Kijun, voilà, et puis il y a eu bien sûr l'affaire CZ, RT, l'amende, etc. Maintenant, ok, les États-Unis ont peut-être marqué un point, mais encore une fois, personne n'a intérêt à ce que le token BNB casse cette zone des 200-220 $, car si on casse cette zone ici, ça va décrocher et ça va mettre en difficulté Binance. Et encore une fois, le marché crypto et donc la haute finance américaine a besoin de la liquidité assurée par Binance pour éviter un problème de liquidité qui serait catastrophique pour le prix du Bitcoin. Donc là, moi, je surveille vraiment il faut tenir 200-220 $. Jamais, il faut tenir 220 $. Donc, on va voir. Donc là, il y a quand même beaucoup encore de prudence sur ce jeton.
Surtout que là, on a eu une longue zone d'accumulation. Donc ça, c'est vraiment le niveau à tenir. C'est vraiment le niveau à tenir. Bon, alors un mot sur Tao. Alors déjà, probablement, félicitations à tous ceux qui en ont profité. Moi, je vais simplement, je vais un peu casser le... Là, je pense que là, c'est stop. Mais c'est stop pour une vague 4. C'est stop pour une 4. Donc, c'est pas la fin. C'est-à-dire que ça saute aux yeux. On a une 1. On a une 2 en running flat. Ici, on a baissé. On a la traditionnelle grande 3. Ici, comme vous avez eu un running flat, en 4, ici, on risque d'avoir un zigzag. Donc, moi, sur Tao, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir ici A, B, C. On revient sur Kijun, quelque part vers 175. Et ensuite, on mettra une grande 5 pour franchir les 300 $. Donc, on a commencé la 4. Ça divergeait et le RSI est sorti par le bas. Donc, la 4, elle sera terminée quand le RSI daily sera là. Et à ce moment-là, peut-être ici, et on repartira ensuite à la hausse. Voilà donc mon scénario sur ce sujet. Et ainsi s'achève le Cryptost Technical Briefing. Voilà.